Ces gros cubes d'énergie pour PC, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ceux-ci? Une alimentation variable peut-être? Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, bidouilleuse, salut. Il entraîne 3 ou 4 dans mon stock de surplus. Vous en avez peut-être aussi qui dorment sur une tablette ou dans un vieux PC, par exemple. Il y en a une tonne de disponibles pour une chanson, un peu partout, même dans les ordures. Je vous parle bien sûr de ces alimentations de tours d'ordinateur. En particulier, ces alimentations de type ATX d'entre 200 et 400 watts, qui servaient à alimenter les PC de classe Pentium d'il y a entre 10 et 20 ans. La question m'a été posée par un bidouilleur sur le forum Électrobidouilleur. Peut-on en modifier une pour la rendre à tension variable et donc en faire une alimentation d'établi? Bien, la réponse c'est oui, bien sûr. On n'a qu'à faire quelques recherches sur le web pour se rendre compte que plusieurs l'ont déjà fait. Eh bien, c'est ce que je me propose de vous expliquer en 2 vidéos. Dans cette vidéo-ci, on va regarder le fonctionnement d'une telle alimentation et les modifs proposés. Dans la 2e vidéo, je vais en modifier une et la faire fonctionner. Je ne vais pas en faire une belle alimentation avec des indicateurs de tension et de courant et des bornes bananes. Je veux plutôt vous expliquer quoi faire pour en modifier une et vous donner le goût de faire de même, tout simplement. OK, d'entrée de jeu, je me dois évidemment de vous mettre en garde car on parle ici d'alimentation branchée au secteur. Soyez très prudent avec vos manipulations. Ceci dit, on ne modifiera pas le côté primaire de l'alimentation, seulement le côté secondaire. Mais quand même, gardez vos doigts loin du côté primaire et soyez toujours pleinement conscient de ce que vous faites à l'intérieur du boîtier. Il faut aussi connaître certaines caractéristiques d'une telle alimentation. Entre autres, qu'elles peuvent débiter des courants de 20 ampères ou plus et qu'il n'y a pas vraiment de limite de courant intégrée. Autrement que si vous y mettez un court-circuit franc sur les sorties. Donc, il faut être prudent lorsqu'on bidouille sur une plaquette breadboard, par exemple, sans soudure, là, qui serait alimentée par un tel bloc. Il y a beaucoup de jus disponibles pour pulvériser des composants. Okay? C'est donc avisé de mettre une résistance de puissance en série sur la sortie ou un fusible pour limiter le courant, tout simplement. OK, les mises en garde sont faites, maintenant amusons-nous. La première étape est de localiser un candidat. Assurez-vous que la lime fonctionne bien avant de vous lancer dans une modification. Une fois l'alimentation vérifiée, il faut localiser le schéma électrique sur Internet. Utilisez le numéro de modèle marqué sur l'étiquette et faites aller un moteur de recherche comme Google, par exemple. Il y a aussi ce site web qui offre une tonne de schémas d'alimentation de PC. Je vous fournis le lien vers ce site dans la description de cette vidéo. Si la recherche est infructueuse, ouvrez le boîtier et utilisez le numéro de châssis écrit sur la plaquette PCB pour votre recherche. Vous aurez probablement plus de succès avec une alimentation générique de marque peu connue là, plutôt qu'avec une alimentation faite sur mesure pour des grandes marques comme Dell, HP, Compaq, etc. Alors, question de comprendre le fonctionnement général d'une alimentation en découpage de secteur. Voici un diagramme bloc simplifié. Alors, une alimentation à découpage branchée sur le secteur nécessite une isolation entre le côté primaire, si vous voulez, et le côté secondaire. Question d'offrir une sécurité complète aux usagers. Alors, cette isolation, elle existe bel et bien physiquement dans le circuit. Alors, j'ai mis en rouge le côté primaire de l'alimentation et en noir et en bleu le côté secondaire. Alors, le transformateur et optocoupleur ou un autre transformateur peut être utilisé pour offrir cette isolation galvanique entre les deux côtés. Alors, le fonctionnement est assez simple. On prend notre tension CA d'entrée ici, 115, 120 ou 230 volts, 240, et on la filtre, évidemment. On la filtre surtout pour empêcher un retour de bruit sur le secteur. D'accord? Alors, c'est surtout pour ça qu'on a un filtre ici. On a un étage de découpage qui, lui, va vraiment découper
la tension de secteur en plus petits morceaux et le pourcentage de découpage de la tension de secteur va être contrôlé par notre régulateur de tension à découpage. On y revient. Alors, cette tension découpée, donc un certain pourcentage du cycle total, est envoyée à travers un transformateur qui nous offre notre isolation et qui abaisse la tension, bien sûr. Et ce transformateur, bien, par la suite, on va faire du redressement et filtrage avec deux bobines habituellement, dont une qui est en mode commun. Et finalement, un gros condensateur de filtrage, bien sûr, genre électrolytique. Là. Bon, alors la tension CC qui est obtenue, elle est échantillonnée, elle est vraiment mesurée de façon analogique. Donc la tension CC est envoyée sur notre contrôleur et le contrôleur, lui, va comparer cette tension obtenue à une tension de référence qui est fixe. Habituellement, c'est à l'intérieur de la puce elle-même que la référence se situe. Okay? Alors, compare cette tension avec une référence et envoie des commandes, donc, à l'étage de découpage du côté primaire pour contrôler le pourcentage de découpage, tout simplement. Alors, il y a un ajustement, une boucle constante qui fait, avec une rétroaction, qui commande le découpage pour garantir une tension ici, constante, peu importe la charge. Okay? Alors, c'est le contrôleur qui fait essentiellement le travail d'ajustement, si vous voulez. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas plus compliqué. Voici l'alimentation en question. C'est une alimentation, le modèle, c'est LC250 ATX. J'ai cherché cela et j'ai trouvé le schéma électrique. Donc, ça devenait plus facile de modifier l'alimentation lorsqu'on a le schéma électrique. Si vous ne trouvez pas le schéma électrique, ben, c'est un petit peu, on travaille un peu les yeux bandés. D'accord? Alors, c'est une 250 watts qu'on nous dit ici. Plusieurs tensions de sortie, évidemment. Moins 5, moins 12, on s'en fout. Plus 12, non, on ne prendra pas. Plus 3.3 non plus. C'est la plus 5 qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui pourra passer le plus grand courant. Alors, il y a d'autres signaux qu'on doit considérer par contre. Il y a le PS on, donc Power Supply on, c'est le fil vert. Et ce fil vert-là, il est ici. C'est donc dire que pour allumer cette alimentation, il faut court-circuiter le fil vert avec n'importe lequel des fils noirs, donc la masse. Il faut mettre la masse, le fil vert, à la masse. On le fait ici, tout simplement avec un bout de fil. Et on vérifie notre alimentation par la suite. Si on ne fait pas ce petit court-circuit entre le vert et le noir, l'alimentation ne s'allume pas. On a l'impression qu'elle est défectueuse, mais non, c'est que on doit faire ça. Normalement, c'est le PC qui fait ce contact. Donc, qui dit à l'alimentation de s'allumer. Okay? Sinon, on est en mode veille et il y a la tension 5 volts SB, Standby. Celle-ci, le fil mauve, elle est toujours présente, cette alimentation de 5 volts, même lorsque le bloc d'alimentation ne fonctionne pas. Okay? Évidemment, il doit être branché. Il est à ce moment-là en mode veille. Alors ça, c'est les caractéristiques. On voit que c'est un bloc d'alimentation qui rencontre quand même toutes les normes de sécurité, CSA entre autres, au Canada, et qui rencontre les normes de radiation du FCC américain. Alors, c'est notre candidat. C'est une alimentation typique des années 2000, je dirais, début des années 2000, quelque chose du genre. Alors, ce n'est pas jeune, mais c'est parfait pour le travail qu'on va faire. On a l'avantage d'avoir sur celle-ci un commutateur, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, alimentation, et on a le choix entre 120 volts ou 230 volts. Dans le cas ici, au Canada, on le laisse à 115, mais sinon, ben, vous le mettrez à 230. Vous vérifierez que c'est déjà fait. D'accord? On a un ventilateur. Je l'ai essayé, l'alimentation. Le ventilateur est bruyant. Cette alimentation-là a servi, il n'y a aucun doute. Bruyant, le ventilateur. Donc, il est possible que je le remplace avec le ventilo d'une autre alimentation. Je verrai plus tard. Là. Et ça, c'est l'extérieur de l'alimentation. Maintenant, il y a toutes ces couettes. On va éliminer le 3/4 de ces fils-là. Hein. On va garder seulement les fils d'importance. Donc, le plus 5 qui va devenir l'alimentation variable. Là. Mais on ne sortira pas tous ces fils-là. Là. On va éliminer ça. D'accord? Bon, et à l'intérieur maintenant. Ben, habituellement, il y a 4 vis. Et c'est tout ce qu'il y a à défaire. Et le couvercle s'ouvre aisément. Je dis bien habituellement. Là. Alors, je m'exécute et je vous reviens. Alors, nous voici rendus à l'intérieur.
une fois les 4 vis enlevées, ainsi que le couvercle. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va localiser la puce de régulation et on espère trouver une puce TL494. C'est celle qui est assez commune dans plusieurs alimentations de l'époque. Et en effet, ici, ce n'est pas une TL494, mais c'est une puce compatible TL494. Lorsqu'on fait la recherche du numéro de pièce, on trouve en effet une pièce qui est à toute fin pratique identique à un TL494. Alors, on a un bon candidat ici, comme bloc d'alimentation, pour faire les modifications. Il y aura aussi un LM339, un comparateur quadruple. Ça sert à vérifier, entre autres, que toutes les tensions sont présentes et à allumer ou éteindre l'alimentation lorsqu'il y a un trouble. Okay? C'est des comparateurs qui vont comparer les tensions, autrement dit, et qui vont prendre une décision en fonction des tensions présentes. Alors ça, c'est les deux puces utilisées dans le bloc d'alimentation. Comme je vous dis, c'est très typique, mais c'est la première chose que je ferais, moi, si je cherchais à savoir si un bloc d'alimentation est compatible ou pas. Localisons la puce de régulation et vérifions que c'est bien un TL494 ou équivalent. D'accord? Bon, alors on voit ici assez facilement qu'il y a une ségrégation du primaire versus le secondaire. Les trois transformateurs ici sont en ligne, les uns avec les autres. Alors vous devinez que ça ici, c'est la zone de division. Le côté primaire, il est ici. Alors on a pont diode, bobine choke en mode commun, condensateur de filtrage en entrée, le dissipateur de chaleur avec les transistors à découpage ici. Alors ça, c'est le côté primaire et le côté secondaire, bien, c'est l'autre côté, du côté ici. Alors ça, c'est toutes les différentes tensions, alimentation, hein, ainsi que régulateur de tension, transistor de découpage, etc., diode, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est de façon générale comment c'est divisé à l'intérieur. Alors, on ne touchera pas à ce qu'il y a de ce côté-ci de la boîte. On va se concentrer sur ce qu'il y a de ce côté-ci, du côté secondaire. Et on va s'assurer qu'on ne va jamais les mettre nos doigts de ce côté-ci lorsqu'on fait des essais, des mesures, et ainsi de suite. Alors, comme la couette est très grosse, beaucoup de fils, on va faire du nettoyage. On va éliminer les tensions qu'on ne désire pas garder et ça va donc diminuer l'encombrement qu'il y a ici sur la sortie du bloc d'alimentation. On va garder que les alimentations qui nous intéressent et il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. Alors, c'est essentiellement cela. Maintenant, la première étape, c'est d'aller fouiller dans le schéma, regarder, voir si on comprend ce qu'on fait et si c'est un bon candidat pour faire une modif. Donc, transformer cette alim en alimentation à sortie variable. Alors, voici le schéma électrique de mon bloc d'alimentation, le LC250ATX. Et même le châssis à l'intérieur, c'est bien écrit 200-ATX, version 2,02B. Donc, ça, c'est clair. J'ai la chance d'avoir le schéma, ce qui me permet de faire les modifications de façon plus facile, disons. Alors, première chose, on veut localiser le primaire sur le circuit parce qu'on n'y touchera pas au primaire et on ne veut surtout pas aller foutre quoi que ce soit du côté primaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour localiser le primaire? On va localiser bien sûr le secteur et le secteur, il est ici. On a évidemment fusible et ainsi de suite, ainsi qu'un choke en mode commun pour éliminer la radiation qui pourrait sortir du bloc d'alimentation. Alors, ça, on sait que ça fait partie du primaire. Tout ça, c'est du primaire. Hop, on frappe un transformateur ici. Donc, probablement que le primaire se termine ici. Et oui, ça sera ça. Et on a quoi? On a un autre transformateur ici, toujours du côté primaire. On voit que c'est tout attaché ensemble. Transformateur, primaire, secondaire. Bien sûr, c'est ici que les différentes sorties sont localisées, côté secondaire. Donc, ça sera un autre transformateur. Donc, la fin du primaire se produit ici. Et il y a un troisième transformateur ici. On va voir tantôt à quoi il sert, mais il est effectivement, ça c'est l'enroulement primaire, donc, du côté primaire en tout cas. Alors, j'ai mis en rouge le primaire. Là, on n'y touchera plus. Je vais même l'éliminer tantôt du dessin complètement. On ne le verra plus sur le dessin. OK? Alors, ça, on n'y touche pas. Maintenant, alors ici, on a évidemment à voir qu'on a plusieurs sorties et on va en garder qu'une seule.
En fait, 2 si on garde le petit régulateur linéaire qui est ici, là, qui pourra nous servir peut-être pour autre chose, comme le ventilateur, par exemple. Mais les sorties du bloc d'alimentation, on ne les veut plus. On va ne garder que la sortie 5 volts, plus 5 volts. Les autres, là, la moins 5, plus 12, moins 12, plus 3.3, on va tout éliminer ça. On va tout éliminer ça. On va garder évidemment l'enroulement ici avec les composants pour le plus 5. OK? Alors voilà, j'ai mis en gris très pâle ce qui nous intéresse moins. On va évidemment retirer ces composants-là et on va garder ce qu'il y a ici. Ça, c'est tout le secondaire, évidemment, qui nous intéresse. Et notre sortie, c'est celle-là qui va devenir variable. On va continuer à l'appeler la sortie plus 5, là, mais c'est cette sortie-ci qui va devenir variable. Alors, pour mieux comprendre comment le circuit de régulation à découpage fonctionne, je vous conseille fortement de regarder la fiche technique du TL494, qui est la puce qui régule tout ça. Écoutez, on ne va pas le faire aujourd'hui pour la peine, là, mais si vous voulez faire la modification, lisez la fiche technique. Ça va vous faire comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe avec les tensions avec lesquelles on va jouer, là, diviseur de tension et potentiomètre, sur les amplificateurs d'erreur comme ça, là, ces 2 amplis opérationnels intérieurs. Alors, essentiellement, là, le bloc d'alimentation a un oscillateur qui a un cycle de service variable. Okay? Ça veut dire que le pourcentage du temps que le signal est haut et le pourcentage du temps qu'il est bas, bien, tout ça, c'est variable pour faire ajuster la tension de sortie. Et la tension de sortie, elle est échantillonnée et amenée ici sur un des 2 amplificateurs. Et si elle est trop basse, bien, le circuit va changer le cycle de service sur ces sorties, parce que c'est ici ces 2 sorties. Il va changer le cycle de service pour compenser et ramener ça à la tension désirée. Donc, c'est toujours une comparaison entre une tension fixe et la tension de sortie. Et évidemment, comme c'est un ampli opérationnel, ben, il va y avoir compensation sur le cycle de service, donc sur la sortie, pour stabiliser, donc égaler les 2 tensions à l'entrée de l'ampli ici. Donc, cette partie ici, c'est automatique. On peut dire on n'y touche pas, la sortie. Tout ça s'ajuste durant le fonctionnement. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les tensions ici à l'entrée de l'ampli opérationnel. D'accord? L'oscillateur aussi, on n'y touche pas. On ne touchera rien à ça. Juste, on va se concentrer sur les entrées ici, entrée plus, entrée moins, même de un des 2 amplis, le premier. Alors, je reviens sur notre TL494 ici. Maintenant que vous avez vu les 2 amplis opérationnels, bien, ils sont ici. On va regarder ça. Alors, l'ampli qui nous intéresse, c'est celui-ci. Vous voyez ici l'échantillonnage des 2 tensions plus 5 et plus 12. C'est donc qu'il y avait une régulation hybride. Le circuit échantillonnait le plus 5 et le plus 12 et ajustait la sortie. Donc, c'est un compromis entre le plus 5 et le plus 12 au niveau de la régulation de ce circuit. Bien, vous devinerez que le plus 12, on n'en aura plus besoin. On va enlever tout ce circuit, on ne va regarder que le plus 5. Alors, c'est cette résistance-ci, diviseur de tension avec ces 3 résistances-ci qui sont en parallèle, qui fait l'échantillonnage du plus 5. D'accord? Au niveau de la tension négative, la tension VREF ici, c'est un régulateur de tension, c'est une référence interne du TL494 à plus 5 volts. Alors, on a ici un diviseur de tension avec de cette résistance-ci à cette résistance-ci. OK? Alors, on a une tension ici qui est appliquée à l'entrée négative, qui est proportionnelle à la tension de référence qui, elle, est toujours à 5 volts. Alors, c'est donc dire que la sortie, ou les sorties dans ce cas-ci, bien, ça va devenir la sortie plus 5, va changer pour que les 2 tensions ici soient les mêmes. Et comme celle-ci est fixe, c'est une référence de tension, eh bien, c'est la sortie positive, donc c'est l'entrée positive qui va s'ajuster ici. Et donc, la tension de sortie va s'ajuster pour que les 2 tensions soient égales. Alors, où est-ce qu'on va mettre notre potentiomètre? On pourrait le mettre sur la sortie, ici, remplacer ces 3 résistances et cette résistance par un potentiomètre, mais je trouve que c'est préférable de le mettre sur la référence ici, qui, elle, va toujours être entre 0 et 5 volts de toute façon, et c'est plus stable. Donc, en mettant un potentiomètre qui remplacerait cette résistance R47 et cette résistance R52,
eh bien, on va pouvoir faire varier la tension ici à l'entrée, entre 0 et 5 volts, et on aura une variation ici, donc la sortie du TL494 va compenser pour la différence de tension qu'on vient de faire en bougeant le potentiomètre et va ramener ça toujours à la même tension. Alors le pot, on va le mettre ici, sur le côté négatif. Alors, la sortie, par curiosité, là, voici la sortie du TL494 qui vient envoyer une onde sur cet enroulement de transformateur. Et où ça va, ça, cet enroulement-là? Tout ça, c'est de la basse tension ici. Bien, ça s'en va ici, sur ce transformateur. Donc, c'est le côté secondaire du transformateur, si vous voulez, qui vient assurer le primaire. Donc, vous voyez l'effet là entre ici, donc contrôle de la sortie par l'entremise de ce transformateur, donc à travers le découpage de ces deux transistors, appliqué sur ces enroulements ici, donc, et qui vient contrôler, donc le vrai découpage se fait ici par ces deux transistors de puissance, qui sont évidemment montés sur des dissipateurs. Et c'est ce découpage qui est injecté ici dans ce transformateur et qui va venir influencer les sorties, tout simplement. Alors, on passe du côté contrôle, donc côté secondaire, jusqu'au côté primaire, et ça a action sur les secondaires de cet autre transformateur, sur nos sorties. Alors, c'est comme ça, de façon générale, que le circuit fonctionne. Maintenant, tout ce qui est ici à gauche, donc à gauche de notre régulateur TL494, tout ça ici, c'est détection de surtension. Alors, ces circuits-là, détection de surtension, on n'en aura pas besoin. L'échantillonnage des surtensions se fait ici à travers des diodes Zener. Et donc, plus 12, plus 5, plus 3.3. Ici, on a le moins 5 et le plus 5. Donc, c'est pour détecter le moins 5. Alors, tout ça, ces points-là, on n'en aura pas besoin. On n'a plus ces tensions-là dans le circuit. Alors, ce circuit-ci ne sera plus fonctionnel. Okay? On le laisse, mais on va quand même enlever ces pièces-ci. Parce que, de toute façon, on a déconnecté le circuit. Même le plus 5, on va l'enlever, puis ça devient une tension variable. Alors, on n'aura pas besoin là, de vérifier que ça pourrait dépasser pour protéger notre carte mère, par exemple, qui serait alimentée par ce bloc d'alimentation. Donc, on enlève tout cela, ça n'aura plus d'influence. Ça, c'est un circuit avec un paquet de comparateurs au bas. C'est un LM339, donc un quad comparateur. Ce ne sont pas des amplis opérationnels, ce sont vraiment des comparateurs. Donc, ils n'auront plus aucune influence ici dans notre circuit. On peut tout simplement les oublier, essentiellement. Okay? Bon, la dernière petite chose que je voulais vous mentionner, c'est qu'ici, on a un enroulement séparé juste pour alimenter notre circuit TL494. Okay? Alors, ce 18 volts qui alimente notre circuit, il est toujours là dès que l'alimentation est appliquée sur le bloc d'alimentation. Même s'il ne découpe pas, c'est un circuit ici linéaire, si vous voulez. Okay? Et il y a toujours une alimentation ici de présente, donc sur notre circuit. Et il y a aussi une sortie que j'ai mis en pâle ici, là, un autre enroulement là, ici, sur le même transformateur qui permet d'alimenter ce petit régulateur de tension-là. Parce que vous savez, dans les PC, il y a toujours une alimentation de veille. Donc, si vous pesez sur le bouton en avant, c'est un bouton soft button, ce n'est pas un commutateur, un interrupteur d'alimentation. Autrement dit, la carte mère est toujours alimentée un peu. Okay? Vous le savez, des fois, la carte réseau, ou en tout cas les LED, les DEL du réseau clignotent même si le PC est éteint. C'est à cause de ce régulateur-ci. Alors, ce régulateur-là, il est aussi alimenté sur ce même petit transformateur ici, qui nous donne notre alimentation constante, indépendamment de ce qui se passe dans notre circuit de découpage. Okay? Alors, c'est essentiellement ça, le fonctionnement du bloc d'alimentation. Lorsqu'on le simplifie beaucoup, lorsqu'on le rend plus digeste, si je peux me permettre de dire ainsi. Et une autre façon de le voir, c'est d'éliminer complètement tout le primaire et tous les enroulements qu'on n'a pas besoin. Et puis là, on s'aperçoit que c'est peut-être pas si compliqué, sachant que tout ça ici ne fonctionnera plus
Tout ça va être désactivé ici, sur côté contrôle. Il nous reste que la puce de contrôle, le TL494 et tous ses composants périphériques qu'on va même simplifier du côté de l'échantillonnage des tensions. Donc, c'est pas aussi compliqué lorsque vous regardez ça de sang-froid avec du recul. Bon, c'était peut-être un peu pénible et long d'analyser le schéma électrique, mais il fallait le faire. Là, on sait maintenant où on s'en va avec cette modification. Dans la deuxième vidéo de cette courte série, on va vérifier que la sortie choisie, le plus 5 volts, fonctionne toujours après l'enlèvement des composants des autres sorties, car j'espère n'avoir rien brisé dans la chaîne du plus 5 volts. Je vais ensuite vous décrire les changements exacts à accomplir sur mon alimentation pour la rendre variable. Je vais les implémenter, ces changements, et je vais tester le résultat. C'est donc un rendez-vous. À la prochaine!